lors du dîner, ma mère m'a dit, tu peux toujours échanger ta maison avec ta sœur. Elle a une famille à charge. Tu sais, elle insiste là-dessus depuis des mois. Alors, j'ai fini par lui répondre, continuez sur cette lancée, et c'est contre une cellule de prison qu'elle échangera son appartement. Ma mère, âgée de 52 ans, a toujours eu un avis très arrêté sur la façon dont je mène ma vie. Mais dernièrement, elle a franchi une limite inacceptable, au point de me faire douter de ma propre santé mentale. Pour vous donner le contexte, je suis ingénieur en informatique, et j'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière. Il y a 3 ans, j'ai acheté une maison dans un quartier agréable. Rien d'extravagant, juste une belle demeure de style colonial avec 4 chambres, et un jardin tout à fait convenable. J'ai travaillé dur pour l'obtenir, j'ai économisé avec acharnement, et j'étais extrêmement fier de pouvoir enfin me l'offrir. Ma petite sœur, Émilie, 26 ans, vit dans un appartement de 2 pièces avec son mari, Ryan, 28 ans, ainsi que leurs 2 enfants, Olivia, 4 ans, et Henry, 2 ans. Les premières remarques ont commencé de manière assez innocente. Une si grande maison pour une seule personne, disait souvent maman lors de ses visites. Toutes ces pièces vides qui sont gâchées? J'en riais, tout en lui expliquant que j'utilise une chambre comme bureau, une autre comme salle de sport, et que j'aime avoir une chambre d'amis pour recevoir. Elle pinçait les lèvres, mais laissait tomber le sujet. Ensuite, Émilie et Ryan ont commencé à chercher une maison. Avec 2 enfants, leur appartement devenait vraiment trop étroit. Chaque dîner de famille s'est transformé en une longue discussion sur leurs recherches immobilières, ma mère se plaignant systématiquement du prix exorbitant des maisons familiales. C'est vraiment dommage, lâchait-elle en me jetant un regard appuyé, que les jeunes familles ne puissent pas s'offrir l'espace dont elles ont besoin, pendant que des célibataires vivent dans des maisons conçues pour des enfants. J'ai essayé de soutenir Émilie dans sa démarche, et j'ai même proposé de l'aider financièrement pour son apport initial, mais maman a balayé cette idée d'un revers de la main. L'argent n'est pas le seul moyen d'aider sa famille, Michael, a-t-elle déclaré de façon énigmatique. La véritable campagne de harcèlement a débuté il y a environ 2 mois. Ma mère s'est mise à m'envoyer des articles sur le minimalisme, sur les mini-maisons, et sur les nombreux avantages de réduire son espace de vie. Elle me transmettait des annonces de studio, toujours accompagnées de messages du genre « ce serait parfait pour ton style de vie ». Face à mon manque d'enthousiasme, elle a passé la vitesse supérieure. Tu sais, a-t-elle lancé lors du dîner dominical la semaine dernière, dans beaucoup de cultures, les ressources familiales sont partagées en fonction des besoins réels. Émilie a besoin d'espace pour sa famille qui s'agrandit. Toi, tu n'es qu'une seule personne. Perdu au milieu de cette immense maison. J'ai failli m'étouffer avec mon rôti. Maman, es-tu sérieusement en train de suggérer que je devrais donner ma maison à Émilie? Elle n'a même pas scié. Pas donné. Échanger. Son appartement serait absolument parfait pour un célibataire. Tu aurais beaucoup moins d'entretien à faire, des factures moins élevées, et tu aiderais les enfants de ta sœur à avoir l'enfance qu'ils méritent. Émilie semblait mal à l'aise, mais elle n'a formulé aucun désaccord. De son côté, Ryan est soudainement devenu très concentré sur le fait de couper la viande de la petite Olivia. J'ai travaillé pendant des années pour pouvoir acheter ma maison, ai-je répondu, en m'efforçant de garder une voix posée. Je ne vais certainement pas l'échanger contre un 2 pièces. Les familles doivent se soutenir mutuellement, a rétorqué ma mère. Quand tu auras tes propres enfants, tu comprendras enfin les sacrifices que font les parents. Émilie et Ryan se sacrifient tous les jours pour leurs petits. Quel sacrifice fais-tu, toi? J'ai tenu à souligner que j'avais proposé une aide financière, que je faisais très régulièrement du babysitting, et que j'étais toujours présent en cas de besoin. Mais, apparemment, rien de tout cela ne compte, tout simplement parce que je vis dans un logement familial, tout en étant un homme célibataire. Sur le trajet du retour, je n'arrêtais pas de repenser à cette conversation. Suis-je égoïste? Je ne le pense sincèrement pas. J'ai acheté cette maison de manière juste et honnête. Je l'entretiens avec soin, et j'utilise tout l'espace disponible. Ce n'est pas parce que je n'ai pas d'enfant que je dois me contenter de vivre dans une boîte à chaussures. Toutefois, les tentatives de culpabilisation de ma mère commencent à m'atteindre. Elle insiste sans cesse sur le fait que les petits doivent partager une chambre, qu'ils n'ont pas de jardin pour jouer, et que Ryan multiplie les heures supplémentaires, juste pour payer leur loyer actuel. Pendant ce temps, moi, j'ai une salle de sport à domicile, ainsi qu'une chambre d'amis qui reste vide 350 jours par an. Je ne renoncerai pas à ma maison,
j'ai travaillé bien trop dur pour l'avoir. Cependant, je redoute désormais chaque interaction familiale, car je sais pertinemment que le sujet finira par être abordé. Maman a même commencé à faire des réflexions devant la famille élargie, espérant sans doute que la pression sociale finira par m'épuiser. Ai-je tort dans cette histoire? Les adultes célibataires devraient-ils vraiment s'effacer face aux familles nombreuses, en matière de logement? J'ai la désagréable impression d'être puni pour avoir réussi, et pour être sans enfant. Mise à jour 2 semaines plus tard. Eh bien, la situation a dégénéré d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Je tiens d'abord à remercier tous ceux qui ont répondu à mon premier message. Vos commentaires m'ont grandement aidé à réaliser que je n'étais pas fou de vouloir garder ma propre maison. Dimanche dernier, je profitais d'une matinée tranquille, lorsque la sonnette a retenti. Émilie se tenait sur le pas de la porte avec Olivia et Henri, les bras chargés de 2 grands sacs cabas. « Maman m'a dit que tu nous attendais », a-t-elle déclaré, en fuyant un peu mon regard. Ce n'était pas le cas, mais je les ai laissés entrer, car, après tout, c'est ma famille. Les enfants ont immédiatement couru vers le salon, pendant qu'Émilie posait ses affaires. C'est à ce moment précis que j'ai remarqué que les sacs étaient remplis de jouets. « Que se passe-t-il, Et ai-je demandé. Elle a trituré nerveusement la lanière de son sac à main. Maman a pensé que ce serait bien pour les enfants de passer du temps ici, tu sais, pour jouer un peu et explorer. Les signaux d'alarme clignotaient de toutes parts, mais j'ai essayé de garder mon calme. Explorer quoi, exactement? Juste la maison. Maman dit que c'est crucial pour eux d'avoir de l'espace pour courir. J'ai soudainement tout compris. Ce n'était pas une simple visite de courtoisie, c'était la nouvelle étape dans la manœuvre de ma mère. J'ai regardé Olivia monter les escaliers en courant, criant à tue-tête qu'elle allait choisir sa chambre. J'ai eu un terrible nœud à l'estomac. Émilie, est-ce que maman a fait croire aux enfants qu'ils allaient emménager ici? Le visage de ma sœur est devenu écarlate. Pas exactement. Elle leur a juste dit de réfléchir aux pièces qu'ils aimeraient occuper, s'ils vivaient un jour dans une grande maison. Un jour, signifiant, bien évidemment, le moment où je finirais par céder à la pression. J'ai trouvé Olivia dans mon bureau, en train d'étaler consciencieusement ses poupées sur mon plan de travail. Ce sera ma chambre de princesse, a-t-elle fièrement annoncé. Henri, lui, était dans la salle de sport, fasciné par les appareils de musculation, qu'il ne devait sous aucun prétexte toucher. Émilie, il faut qu'on parle, ai-je lancé, tout en reconduisant les enfants au rez-de-chaussée, avec la promesse de leur offrir des jus de fruits. Une fois qu'ils ont été bien installés devant un dessin animé, j'ai confronté ma sœur. Ce que tu fais n'est pas normal. Tu ne peux pas laisser maman se servir de tes enfants pour faire du chantage affectif. Ce n'est pas de la manipulation, s'est-elle défendue avec véhémence. Il mérite une maison comme celle-ci. Sais-tu à quel point il est difficile d'élever 2 gosses dans un petit 2 pièces? Olivia me demande souvent pourquoi elle ne peut pas avoir sa propre chambre. Comme toutes ses amies. Et Henri a absolument besoin d'un espace extérieur pour se dépenser. Tu as tout ça pour toi, et tu es tout seul. C'est à moi, ai-je répondu d'un ton ferme. C'est moi qui l'ai acheté. Je la paie tous les mois, et je l'entretiens. Le fait d'être célibataire ne signifie pas que je mérite d'avoir moins. Ça doit être sympa, a-t-elle murmuré, amère. Certains d'entre nous ont de vraies responsabilités. Cette remarque m'a profondément blessé. Je t'ai proposé de t'aider financièrement pour ton apport. Tu as refusé parce que maman a dit. Elle a laissé sa phrase en suspens. Maman a dit quoi? Émilie a poussé un lourd soupir. Elle a dit qu'accepter cet argent ne ferait qu'entretenir cette situation injuste. Que la véritable solution était déjà toute trouvée. Mon téléphone a alors vibré. Un SMS de ma mère. J'espère que les enfants apprécient leur petite visite. Patricia, de mon club de lecture, est agent immobilier. Elle serait ravie d'évaluer les 2 propriétés, afin de faciliter la transition. J'ai immédiatement montré le message à Émilie, dont le visage a blêmi. Je te jure que je ne savais pas qu'elle prévoyait ça. Vraiment? Parce que tu avais l'air plutôt bien préparé, avec tes sacs remplis de jouets et ce petit jeu de choix des chambres. Nous nous sommes disputés pendant une bonne heure. Émilie a insisté sur le fait qu'elle voulait seulement ce qu'il y a de mieux pour sa progéniture. J'ai maintenu, pour ma part, que cela n'incluait pas de s'emparer de mon domicile. Elle m'a accusé de faire preuve d'égoïsme,
et je l'ai accusé de se croire tout permis. Les enfants, totalement inconscients du drame, avaient éparpillé des jouets dans tout mon salon, et faisaient semblant que le canapé était un bateau pirate. Au moment de leur départ, j'étais complètement épuisé. Émilie a ramassé les affaires à contre-cœur, tandis qu'Olivia fondait en larmes à l'idée de quitter sa chambre de princesse. La culpabilité était étouffante, mais j'ai tenu bon. Le soir même, maman m'a appelé. Patricia dit qu'elle peut passer mardi pour entamer le processus d'évaluation. Non, ai-je répondu sèchement. Il n'y a aucun processus. Je refuse d'échanger ma maison avec Émilie. Michael, sois raisonnable. Les enfants. Les enfants ont déjà un foyer. Si Émilie et Ryan ont besoin d'un endroit plus grand, ils n'ont qu'à faire des économies, comme tout le monde. Tout le monde n'a pas eu tes avantages dans la vie, a répliqué ma mère, la voix glaciale. Certaines personnes ont des enfants à charge. Certaines personnes savent faire des sacrifices pour leur famille. Et d'autres personnes savent respecter les limites d'autrui, ai-je tranché. Elle m'a raccroché au nez. Depuis cet incident, j'ai installé une caméra de sécurité. C'est peut-être un brin paranoïaque, mais je ne serais absolument pas surpris que ma mère fasse visiter les lieux à sa fameuse Patricia, pendant que je suis au travail. J'ai également dû bloquer temporairement le numéro de maman, car elle m'envoyait des photos des enfants, coincés dans leur appartement exigu, toutes les 2 heures. Émilie m'a envoyé un SMS qui ressemblait vaguement à des excuses, m'assurant qu'elle ne voulait pas que les choses aillent si loin. Cependant, elle a pris soin d'ajouter qu'Olivia n'arrêtait pas de demander quand ils allaient emménager chez oncle Mike. Le mal est donc bel et bien fait. Je campe fermement sur mes positions, mais la pression familiale s'intensifie de jour en jour. Maman a maintenant impliqué mes tantes dans l'histoire, ces dernières m'envoient de longs messages sur les sacro-saintes valeurs familiales, m'exhortant à penser aux enfants. Mon père, habituellement neutre dans les conflits, se contente de me dire que je devrais m'arranger avec ma mère. J'aime ma famille de tout mon cœur, mais je ne céderai pas ma maison. La culpabilité me ronge, pourtant. Ces enfants méritent un beau foyer, c'est certain, mais pas au détriment du mien, n'est-ce pas? Mise à jour 2, 6 semaines plus tard. Je pensais naïvement que la situation ne pouvait pas empirer après mon dernier message. J'avais tort. La pression familiale a atteint un niveau de toxicité que je n'aurais jamais cru possible. Tout a commencé par des visites soi-disant fortuites. Ma tante Barbara passait à l'improviste avec des biscuits, et racontait l'air de rien comment le fils de son ami avait généreusement cédé son appartement, pour aider la famille de son propre frère. Ensuite, ma cousine Jennifer m'a appelé pour parler de son nouveau logement, puis a habilement fait la transition, en m'expliquant que les gens tournés vers la famille veulent naturellement partager leurs ressources. Puis, il y a eu le dîner guet-apens. Maman m'a invité chez elle pour ce que je croyais être une offre de paix. J'aurais dû me méfier en voyant toutes ces voitures supplémentaires garées dans l'allée. À l'intérieur se trouvaient Émilie, Ryan, mes tantes Barbara et Suzanne, et, cerise sur le gâteau, Patricia, l'agent immobilier. Maman l'a innocemment présentée comme une amie de la famille, qui passait par là par le plus grand des hasards. La table de la salle à manger n'était pas recouverte de nourriture, mais d'une pile de documents immobiliers. Nous avons pensé qu'il serait utile de regarder les chiffres de plus près, a annoncé ma mère, comme s'il s'agissait d'un sujet de conversation tout à fait banal pour un repas de famille. Patricia avait préparé une comparaison exhaustive entre ma maison et l'appartement de ma sœur, incluant une analyse détaillée des surfaces, et des évaluations précises du marché. La différence de valeur pourrait être gérée très simplement, grâce à un accord familial structuré, a expliqué Patricia, en glissant des documents dans ma direction. Votre mère a imaginé des solutions très créatives. Ces fameuses solutions créatives consistaient, ni plus ni moins, à ce que je prenne en charge les mensualités de l'appartement d'Émilie. Pendant ce temps, elle et Ryan reprendraient mon prêt immobilier à leur nom, la différence de coût étant gracieusement considérée comme mon investissement dans l'avenir de la famille. Ils avaient même poussé le vice jusqu'à calculer combien d'argent j'économiserais sur mes factures d'énergie, en vivant dans un espace beaucoup plus petit. C'est de la folie pure, ai-je lâché, en me levant d'un bond. Je refuse catégoriquement de discuter de ça. Michael, assieds-toi immédiatement, a ordonné ma mère d'un ton martial. Nous tenons une réunion de famille. Non, vous essayez simplement de me voler ma maison, à grand renfort de paperasse et de pression de groupe. Les yeux d'Émilie se sont remplis de larmes. Je suis ta sœur. Je veux juste que mes enfants aient une belle vie. Alors, travaille pour ça,
exactement comme je l'ai fait, ai-je explosé, perdant définitivement patience. Ryan, qui était resté silencieux jusqu'alors, a finalement pris la parole. Nous travaillons, Mike. Nous sommes tous les deux à temps plein. Mais, avec les frais de garde et les dépenses courantes, réussir à économiser pour une maison pourrait nous prendre encore 10 ans. Le plan de ta mère aiderait vraiment tout le monde. Tout le monde, à part moi, ai-je sèchement souligné. Maman a alors sorti son arme ultime, un vieil album photo. Des clichés d'Emily et de moi, tout petits, en train de jouer dans le grand jardin de notre maison d'enfance. Tu te souviens à quel point tu étais heureux d'avoir de l'espace pour t'amuser. Olivia et Henry ne méritent-ils pas, eux aussi, de se forger ce genre de souvenirs? Ils pourront très bien s'en créer dans leur propre maison, ai-je répondu, en me dirigeant d'un pas ferme vers la porte d'entrée. Tu te comportes comme un monstre d'égoïsme, m'a lancé ma tante Barbara dans le dos. La famille, ça signifie faire des sacrifices. Non, ai-je dit en me retournant une dernière fois. La famille, ça signifie le respect mutuel. Et, dans cette pièce, absolument personne ne respecte ma décision. Je suis parti sous un chœur de soupirs déçus, rythmé par les larmes d'Emily. Dès le lendemain, maman a lancé sa grande campagne sur les réseaux sociaux. Rien de frontal. Juste des publications sur l'importance vitale du soutien familial, accompagnées d'articles sur le partage des richesses intergénérationnelles. Ses amis laissaient des commentaires éloquents du style « Heureusement, certaines personnes comprennent encore les vraies valeurs » ou encore « Les enfants devraient toujours passer en premier ». Emily, de son côté, a publié une photo d'Olivia et Henry, jouant dans leur petite chambre commune, avec la légende suivante « On fait de notre mieux avec ce qu'on a ». Cœur, les commentaires indignés des autres membres de la famille m'étaient très clairement destinés. J'ai dû me résoudre à masquer presque tous mes proches sur les réseaux sociaux. Ensuite, sont arrivés les messagers de service. De vieux amis de la famille, dont je n'avais pas eu la moindre nouvelle depuis des années, m'ont soudainement contacté pour prendre un café, avant de glisser subtilement qu'ils avaient entendu parler de la situation. Le pire dans tout ça, c'est que j'ai fini par douter de moi-même. Peut-être étais-je réellement égoïste, après tout. Peut-être qu'un bon frère sacrifierait volontiers son confort, pour le bien-être de la famille de sa sœur. La culpabilité me dévorait de l'intérieur. J'ai donc décidé de consulter un thérapeute. Le docteur Martinez m'a aidé à réaliser que je n'étais pas fou. Votre maison n'est pas qu'un simple bien immobilier, m'a-t-elle expliqué avec douceur. Elle représente vos accomplissements personnels, votre travail acharné, votre autonomie. Votre famille essaie de vous manipuler, pour vous faire renoncer à bien plus qu'à un simple terrain. Elle avait entièrement raison. Il n'a jamais été question de mètres carrés. Le vrai problème, c'était la conviction profonde de ma mère que mes choix de vie étaient bien moins valables que ceux de ma sœur. Elle pensait intimement que le fait de ne pas avoir d'enfant signifiait que je méritais moins, et que ma réussite matérielle était une ressource publique à redistribuer, plutôt qu'un succès à célébrer. J'ai rédigé un email à l'attention de toute la famille, exposant très clairement ma position. Je n'échangerai en aucun cas ma maison. Je refuserai désormais de discuter de ce sujet. Et, surtout, toute future tentative de pression entraînerait une réduction drastique de nos contacts. Une fois de plus, j'ai proposé d'aider Emily pour son apport initial, et ce, sans aucune condition. Ma mère m'a répondu par une seule et unique phrase, « Je suis profondément déçu de l'homme que tu es devenu. » Emily, quant à elle, a préféré le silence radio. Ryan m'a envoyé un message privé, pour m'avouer qu'il comprenait ma réaction, et qu'il n'avait d'ailleurs jamais été totalement à l'aise avec ce projet. Cependant, il a tenu à ajouter qu'Emily était désespérée, et que maman savait se montrer redoutablement persuasive. La scission familiale était désormais officielle et assumée. D'un côté, la team Emily, regroupant ma mère, mes tantes, et une myriade de cousins indignés. De l'autre, la team Mike, composée de moi-même et, à ma plus grande surprise, de mon père. Ce dernier avait enfin trouvé le courage de prendre la parole, affirmant haut et fort que toute cette histoire était allée beaucoup trop loin. J'ai installé des caméras de sécurité supplémentaires, surtout après que maman a innocemment mentionné qu'elle gardait toujours un double de mes clés, datant de l'époque de mon emménagement. J'ai changé toutes les serrures, et j'ai installé une sonnette vidéo. C'était peut-être excessif, je le concède, mais son commentaire disant que Patricia pourrait très bien faire une évaluation pendant mon absence continuait de me hanter la nuit. Mon travail est rapidement devenu mon seul véritable refuge. Ma propre maison me semblait souillée,
constamment parasité par les rappels incessants de ce que ma famille exigeait que je sacrifie. La chambre d'amis, que j'appréciais tant auparavant, résonnait maintenant comme une accusation silencieuse. Ma salle de sport me paraissait être un caprice d'enfant gâté. Même mon bureau me donnait parfois l'impression d'être un espace scandaleusement gâché, qui aurait pu, et dû, accueillir un bambin. Mais j'ai serré les dents, et j'ai tenu bon. C'était ma maison. Je l'avais achetée avec mon propre argent, et je l'entretenais par mes propres efforts. J'ai catégoriquement refusé de laisser la culpabilité me dicter ma conduite. Les choses se sont heureusement calmées pendant quelques semaines. J'espérais naïvement que la tempête était enfin passée. J'aurais dû me douter que maman était simplement en train de regrouper ses troupes. La mise à jour suivante vous expliquera comment elle a fini par déclencher l'arme nucléaire. Mise à jour finale, 4 mois plus tard. J'ai longuement hésité, pendant des semaines, avant de me décider à écrire cette dernière mise à jour. Une part de moi n'arrive toujours pas à concevoir que tout cela est réellement arrivé. Mais je pense que d'autres personnes ont besoin de savoir jusqu'où certaines familles sont prêtes à aller, lorsqu'elles se sentent viscéralement en droit de s'approprier votre propre réussite. Après l'envoi de mon email, ce fut le silence radio absolu pendant environ 1 mois. Plus aucun chantage affectif, plus de visites surprises, plus d'intermédiaires insistants. J'ai commencé à relâcher la pression, pensant qu'ils avaient fini par accepter ma décision. J'ai même tendu une branche d'olivier à Émilie, en l'invitant à amener les enfants pour une soirée cinéma, dans l'espoir de sauver les meubles de notre relation. Elle a décliné mon offre, poliment, mais avec une froideur polaire. Puis, un mardi après-midi, j'ai reçu un email d'un prestigieux cabinet d'avocats. L'objet du message indiquait « Proposition d'accord patrimonial familial, famille Mitchell ». Mes mains se sont mises à trembler en l'ouvrant. C'était un document juridique en bonne et due forme, rédigé par des professionnels du droit, décrivant un plan complexe d'optimisation de la propriété familiale. Pour résumer l'ignominie, il s'agissait d'un contrat par lequel je transférais officiellement le titre de propriété de ma maison à Émilie et Ryan. En échange de quoi, j'acceptais de reprendre le bail de leur modeste appartement, avec tout un tas de conditions farfelues, et de structures de paiement alambiquées, prétendument censées garantir une équité parfaite. Mais ce n'était pas la partie la plus choquante de l'histoire. Le document en question était co-signé par ma mère, par Émilie, par Ryan, et c'est ce qui m'a définitivement brisé par mon propre père. D'après la lettre d'accompagnement, la famille avait collectivement convenu qu'il s'agissait là de l'unique solution viable. Ils avaient même mis leurs ressources financières en commun, afin de faire rédiger ce torchon par des experts. Ils me présentaient la chose comme une affaire d'ores et déjà conclue, ne nécessitant plus que ma signature au bas de la page pour aller de l'avant. J'ai appelé mon père dans la seconde. « Comment as-tu pu me faire ça ?» fut la seule phrase que je réussis à articuler. Il a poussé un lourd soupir, chargé de fatigue. « Ta mère, elle n'a pas arrêté une seule seconde de me harceler. Toute la famille est plongée dans le chaos le plus total. Émilie pleure tous les jours en parlant de l'avenir de ses enfants, et ta mère ne dort littéralement plus la nuit. J'ai simplement pensé que si nous officialisions les choses, avec des protections légales solides pour tout le monde. Tu as pensé que je finirais par céder, si vous vous liguiez tous contre moi avec une armada d'avocats. Ce n'est pas se liguer, fiston. C'est juste essayer de trouver une solution de compromis qui convienne à tout le monde. À tout le monde, à l'exception de moi. Tu aurais quand même l'appartement. J'ai raccroché brutalement. Je n'arrivais pas à intégrer le fait que mon père, qui avait été mon seul allié dans cette tempête, m'ait trahi avec une telle lâcheté. Le document comportait, bien entendu, une date butoir. J'avais exactement 2 semaines pour signer, faute de quoi la famille explorait d'autres options légales. Je n'avais aucune idée de ce que cela sous-entendait, mais j'ai immédiatement appelé ma propre avocate. Jessica, mon avocate, a minutieusement examiné le document, avec une stupéfaction qu'elle peinait à dissimuler. C'est une démarche très inhabituelle, pour ne pas dire aberrante. En gros, ils essaient de vous terroriser psychologiquement, pour vous forcer à accepter un transfert de propriété gratuit, en utilisant un beau vernis juridique. Rien de tout cela ne tiendrait la route devant un juge. Si vous refusez de signer de votre plein gré. Et qu'en est-il des fameuses autres options qu'ils ont mentionnées, ai-je demandé, inquiet. Elle a froncé les sourcils. C'est probablement une simple menace en l'air. Cela dit, s'ils sont vraiment déterminés, ils pourraient tenter de prouver qu'il y a eu un abus d'influence au moment où vous avez acheté la propriété.
Il pourrait mentir, prétendre que vous aviez juré d'aider la famille. Ou invoquer une obscure théorie de fiducie par interprétation. Ce serait un tissu d'absurdité, mais il pourrait certainement vous traîner dans la boue et vous rendre la vie impossible. Et c'est très exactement ce qu'ils ont fait. Lorsque j'ai formellement décliné leur offre délirante, par l'intermédiaire de mon avocate, ma mère est allée beaucoup plus loin que tout ce que j'aurais pu concevoir. Elle s'est mise à appeler directement mon employeur, racontant au service des ressources humaines que je traversais une terrible crise familiale, et que j'aurais peut-être besoin d'un soutien psychologique. Ensuite, elle a contacté mon association de copropriétaires, faisant part de ses prétendues inquiétudes, quant au bon entretien de ma propriété, au vu de ma situation personnelle instable. Mais le pire, le plus impardonnable, c'est ce qu'elle a fait à ma réputation, au sein de notre famille élargie et de notre communauté locale. Elle a commencé à raconter à qui voulait l'entendre que j'avais solennellement promis d'aider Émilie, le jour où j'avais acheté la maison. Elle a fait courir le bruit que j'avais déclaré que cet achat était pour l'avenir de la famille entière, et que je manquais maintenant lâchement à ma parole. Elle m'a dépeint comme un oncle cruel et avare, qui souhaitait voir sa nièce et son neveu souffrir dans la misère la plus noire, pendant qu'ils se prélassaient égoïstement dans un luxe tapageur. Cette rumeur destructrice s'est répandue comme une traînée de poudre. J'ai commencé à recevoir des messages acerbes d'anciens amis du lycée, me demandant si j'étais sérieusement en train d'expulser ma propre sœur à la rue. Des membres respectables de l'église de mes parents me croisaient au supermarché, et détournaient le regard avec dégoût. Un inconnu a même laissé un mot injurieux sur le pare-brise de ma voiture, me traitant d'homme sans cœur. Émilie, que ce soit sous l'influence toxique de maman ou parce qu'elle croyait sincèrement à ses propres mensonges, a publié un long message larmoyant sur les réseaux sociaux. Elle y expliquait, avec de grands trémolos, qu'elle apprenait à ses pauvres enfants que, parfois, les personnes que l'on aime le plus nous déçoivent cruellement, mais qu'il faut réussir à leur pardonner et à les aimer quand même. La section des commentaires s'est rapidement transformée en un lynchage public de ma personne, en place de grève. J'ai dû engager une consultante spécialisée en relations publiques. Oui, vous avez bien lu, j'en suis arrivé à cette extrémité. Elle m'a aidé à rédiger une déclaration publique, simple et factuelle. Les affaires familiales doivent impérativement rester d'ordre privé. J'aime profondément ma sœur et ses enfants, et je leur ai d'ailleurs formellement offert un soutien financier important pour leurs besoins en logement. Je ne ferai aucun autre commentaire à ce sujet. En guise de réponse, maman a débarqué chez moi en plein jour, flanquée de Patricia l'agent immobilier, et d'un serrurier professionnel. Elle prétendait, avec un aplomb effarant, avoir le droit absolu d'inspecter une propriété appartenant à la famille. J'ai dû appeler la police pour la déloger. L'image surréaliste des agents en uniforme, expliquant patiemment à ma mère qu'elle ne pouvait pas s'introduire chez son fils par effraction, me hantera pour le reste de mes jours. La demande d'ordonnance d'éloignement a été le document légal le plus difficile que j'ai jamais eu à signer de ma vie. Mais, après l'incident ubuesque du serrurier, et plusieurs tentatives nocturnes d'entrer chez moi avec son ancienne clé, mon avocate s'est montrée inflexible. Le juge a immédiatement accordé une ordonnance temporaire de protection, après avoir visionné les images édifiantes de mes caméras de vidéosurveillance, et examiné l'épais dossier documentant le harcèlement. Dans un élan de folie, Émilie et Ryan ont déposé leur propre recours juridique, en réponse à mon ordonnance contre maman. Ils alléguaient, sans honte, que j'isolais abusivement une grand-mère de ses petits-enfants, en empêchant maman d'organiser des visites familiales conviviales à l'intérieur de ma maison. Leur plainte a évidemment été rejetée par le tribunal, mais l'accusation, particulièrement vicieuse, m'a profondément blessé. La famille a fini par imploser totalement. Mes tantes ont définitivement choisi leur camp. Des cousins germains, avec qui j'avais pourtant grandi, m'ont bloqué de tous leurs réseaux sociaux. Les grands repas de fête et les projets de vacances se sont désintégrés en plein vol. Mon père, quant à lui, a dû faire ses valises et s'installer chez son propre frère, après que ma mère lui a hurlé de choisir officiellement un camp, sous peine de divorce. Et puis, il y a exactement 3 semaines, j'ai reçu un appel inattendu de Ryan. Il pleurait à chaudes larmes au téléphone. C'est allé beaucoup trop loin, Mike. Émilie a complètement perdu la tête, elle est devenue obsessionnelle. Ta mère lui distille son venin tous les matins, lui répétant en boucle que tu es en train de voler l'avenir et le bonheur de ses enfants. Elle parle de ta maison en permanence. Du matin au soir. Les enfants sont confus, tristes et perturbés. Je n'en peux plus, je jette l'éponge. Il m'a avoué à demi-mot qu'il n'avait jamais réellement voulu de ma maison, mais qu'il s'était senti pris au piège de la loyauté,
coincé entre les exigences de sa femme et la folie de sa belle-mère. Il m'a confié qu'il envisageait sérieusement une séparation légale, si Émilie n'acceptait pas de suivre une thérapie de couple, et d'abandonner définitivement cette obsession immobilière. Ce fut mon ultime point de rupture. J'ai ravalé ma fierté, et j'ai contacté Émilie directement. Je lui ai proposé de payer intégralement pour une thérapie familiale, ainsi que de leur fournir un apport initial très substantiel pour l'achat d'une maison. Pas la mienne, bien sûr, mais n'importe quelle autre maison de leur choix. Ma seule et unique condition était que maman ne soit impliquée, d'aucune façon, de près ou de loin, dans le processus. Émilie m'a alors violemment accusé de vouloir acheter son silence avec de l'argent sale, et de chercher sournoisement à détruire la relation fusionnelle qu'elle entretient avec sa mère. Elle a affirmé, pleine de rage, que j'étais maladivement jaloux de sa belle famille, et que je tentais de l'isoler du reste du monde. La conversation téléphonique s'est terminée avec elle, hurlant à s'en écorcher les poumons que j'étais mort à ses yeux, et ce, tant que je ne ferai pas, ce qui est juste. Alors, me voilà à la fin de l'histoire. J'ai toujours ma maison, c'est vrai, mais j'ai perdu ma famille. Ma mère poursuit inlassablement sa campagne de dénigrement. Elle organise même, de temps à autre, des manifestations de protestation devant mon lieu de travail, accompagnée de ses fidèles amis du club de lecture. Émilie refuse catégoriquement de m'adresser la moindre parole, si ce n'est par le biais de courriers d'avocat. Mon père m'appelle de temps en temps, la voix brisée et pleine de remords, mais toujours aussi incapable de tenir tête à l'autoritarisme de maman. Ryan, de son côté, a mis ses menaces à exécution, il a déposé une demande de séparation, et vit actuellement dans la chambre d'amis de ses parents. Les enfants sont, au final, les véritables victimes de ce gâchis monumental. Olivia a demandé l'autre jour à Ryan pourquoi oncle Mike ne les aime plus. Le petit Henry, lui, a développé de sévères troubles anxieux. Le mariage de leurs parents touche tragiquement à sa fin, et leur famille, autrefois si unie, est aujourd'hui fracturée en 1000 morceaux. Pour couronner le tout, leur grand-mère continue de leur remplir la tête avec un discours empoisonné, leur parlant sans cesse de ma prétendue injustice et de mon égoïsme monstrueux. J'ai commencé à suivre une thérapie intensive, à raison de 2 séances par semaine. Le docteur Martinez me dit souvent, vous êtes en train de faire le deuil de la famille idéale que vous pensiez avoir, pour réussir à faire face à la famille dysfonctionnelle que vous avez réellement. Et elle a parfaitement raison. J'ai toujours su, au fond de moi, que maman préférait Émilie, mais je n'aurais jamais, au grand jamais, cru que cela mènerait à un tel désastre humain. Je n'aurais jamais imaginé que ma propre réussite serait perçue par mon sang comme un simple butin à redistribuer, plutôt que comme un accomplissement personnel à célébrer en famille. L'atmosphère de la maison me semble très différente, désormais. Le silence y est lourd, et chaque pièce porte le poids invisible de ce qu'elle m'a coûté émotionnellement. Mais, dans mes moments de doute, je me rappelle fermement que je ne suis pas le responsable de cette situation apocalyptique. J'ai simplement refusé de me laisser harceler, et d'abandonner lâchement ce que j'avais honnêtement gagné à la sueur de mon front. Le fait que ma propre famille ait choisi l'avidité, la jalousie et le droit d'exiger, au lieu de privilégier l'amour et le respect mutuel, en dit long sur leur moralité. Cela ne dit absolument rien sur la mienne. Je me construis peu à peu une véritable famille de cœur, faite d'amis solides qui me soutiennent inconditionnellement. Je fréquente actuellement quelqu'un de formidable, qui est totalement consterné par le comportement aberrant de mes proches, et qui prend le temps de me rappeler sans cesse que je n'ai absolument rien fait de mal. J'envisage même très sérieusement de déménager. Pas dans un endroit plus petit, oh que non, mais peut-être à l'autre bout du pays. Dans un endroit neutre, où je pourrais enfin guérir de mes blessures, sans être entouré de rappels constants de cette trahison. À tous ceux qui lisent ces lignes, et qui subissent une pression toxique similaire, tenez bon, ne cédez pas d'un pouce. Vous n'êtes en aucun cas obligé de sacrifier vos propres réussites pour qui que ce soit pour votre famille ou pour des inconnus. Vous n'êtes pas égoïste de vouloir conserver ce que vous avez durement gagné. Vous n'êtes pas responsable des mauvais choix de vie, ni des situations financières précaires des autres adultes. Et, par-dessus tout, vous n'êtes surtout pas tenu de vous immoler par le feu, juste pour avoir le privilège de garder les autres au chaud. Mon histoire n'a pas de belle fin heureuse à la sauce hollywoodienne, mais elle a le mérite d'avoir une fin honnête. Parfois, faire ce qui est juste et se respecter soi-même coûte absolument tout ce que l'on possède. Cependant, vivre tous les jours avec un profond ressentiment, se laisser soumettre par le harcèlement psychologique, et laisser les autres piétiner et voler vos rêves, cela coûte encore bien plus cher à l'âme. J'espère toujours, dans un coin de ma tête, qu'un jour lointain,
quand la poussière sera enfin retombée et que l'emprise toxique de maman se sera estompée, Émilie et moi pourrons reconstruire un semblant de relation. J'espère sincèrement que les enfants pourront à nouveau connaître les bras de leur oncle, et que mon père retrouvera, un jour, un peu de courage pour s'affirmer. Mais je ne me fais pas trop d'illusions, et je ne retiens pas mon souffle. Pour l'instant, je me concentre sur ma propre guérison, et sur la construction d'une nouvelle vie, enfin libérée de toute manipulation sordide, et de toute culpabilité infondée. Merci du fond du cœur à tous ceux qui ont suivi cette longue descente aux enfers, et qui m'ont apporté leur soutien bienveillant. Vos messages m'ont permis de garder la tête froide, et de ne pas sombrer dans la folie au moment où je doutais le plus de moi-même. N'oubliez jamais cette grande leçon, vos accomplissements vous appartiennent de plein droit. Votre espace vital est le vôtre. Votre vie n'appartient qu'à vous.